Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à l'occasion de votre 19h. Tout de suite, le sommaire. Ce matin, le maire de Monaco, Georges Marsan, a tenu une conférence de presse. Et il s'agissait là donc de sa première prise de parole officielle depuis le début des événements judiciaires qui l'ont tenu éloigné de la mairie ces derniers mois. Vous l'entendrez dans quelques instants. Nous vous emmènerons ensuite découvrir le nouvel environnement du restaurant gastronomique Elsa. Sous la signature de Marcel Ravin, cet écrin posé sur la mer propose un univers culinaire unique et engagé. L'association monégasque de prévention contre l'alcool au volant BeSafe a signé ce matin un partenariat avec la Société des Bains de Mer. Il permettra d'assurer plus de sécurité sur les routes de la Principauté. Et pour finir, nous irons à la rencontre de l'artiste Eva Jospin. Cette invitée de marque a clôturé la 101e saison de conférences de la Fondation Prince-Pierre. À l'occasion des 50 ans de la mort de Marcel Pagnol, un hommage public a été rendu à l'écrivain aujourd'hui. Le prince Albert II a notamment prononcé un discours. Il était accompagné de Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel, et de Pascal Horry de l'Académie française que nous avons d'ailleurs reçu hier dans ce journal. Un moyen de rappeler les liens puissants entre Marcel Pagnol et la Principauté. Reportage sur place signé Émilie Flamin et Jean-Alexandre Dordet. La villa, l'épinède, les collines, les cigales. Un soir, l'oncle Jules et la tante Rose vinrent dîner à la maison pour la préparation du grand départ. La gloire de mon père, château de ma mère ou encore tant des secrets. Plusieurs textes de Marcel Pagnol ont résonné place des Moulins pour le cinquantenaire de la mort de l'écrivain. Mais chacun aura bien compris à quel point la vie de Marcel Pagnol dans la Principauté a pu entrer en résonance avec ses premières années provençales et l'amener à écrire ses souvenirs d'enfance quelques années après la disparition d'Estelle. Marcel Pagnol voulut que La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets, les 3 volumes dont nous entendons aujourd'hui des extraits grâce aux voix des jeunes élèves du cours Saint-Maur, et je les remercie, soient publiés à Monaco aux éditions Pastorelli, une maison créée pour l'occasion par son ancien banquier devenu son ami, Clément Pastorelli. Plus qu'un lieu de création, Monaco était pour l'auteur un vrai lieu de vie durant près de 11 ans. Il a aimé sa période monégasque. Ma grand-mère me disait que c'est là où ils avaient été le plus heureux. C'est un lien qui remonte à 1926. C'est au théâtre de Monte-Carlo qu'il a connu son premier succès avec jazz. Et apparemment, eh bien, il s'y est senti bien. Je crois qu'il a... Je ne sais pas si c'est sympathisé avec le Prince-Pierre, mais en tout cas qu'ils ont été assez proches. Et puis par la suite, une grande histoire d'amitié, je crois, s'est nouée avec le prince Régnier III. Marcel a siégé au conseil littéraire de Monaco. Il a conseillé le prince, je pense, dans sa politique culturelle. Il a été président du premier festival de télé de Monte-Carlo. Puis il a habité ici de 1949 à 1954. Et cette période, certains monégasques s'en souviennent bien. Bon, là, c'est photo de Marcel Pagnol avec mon frère devant la porte de l'établissement que tenaient mes parents. Et là, c'est une photo en cours de tournage des Lettres de mon moulin, parce que mon frère est grimé dans le personnage du poète Joseph Roumani. Nous étions amis avec les Pagnol. Marcel Pagnol venait régulièrement ici, à la brasserie. Mon frère allait à la Lestra, travailler avec lui. Nous allions à la Gaude aussi. Après l'hommage public, une table ronde intitulée Pagnol le Monégasque s'est déroulée au Théâtre des Variétés avec le dévoilement d'un timbre pour rendre hommage à l'écrivain et son amitié avec le Prince-Pierre. Un moyen encore de faire perdurer le lien fort entre Marcel Pagnol et Monaco. Inculpé en décembre 2023 pour des faits supposés de trafic d'influence et de corruption, le maire de Monaco, Georges Marsan, a été empêché d'exercer ses fonctions par la justice pendant près de 4 mois. De retour en poste la semaine dernière, il a tenu ce matin une conférence de presse. Christine Datomel, vous y avez assisté et vous nous dévoilez son contenu. Oui, et c'est avec émotion que Georges Marsan a ouvert cette conférence de presse ce mardi matin dans la salle des mariages
pour reprendre, a-t-il dit, son rôle de maire et son service auprès des Monégasques. Alors après avoir remercié chaleureusement Camille Svara, les membres du conseil communal, le personnel de la mairie et plus généralement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur confiance durant cette période difficile, Georges Marsan a rappelé que si son contrôle judiciaire a pour l'heure été levé partiellement, il devra cependant faire face à une seule restriction avant de pouvoir exercer de nouveau de plein droit ses fonctions de maire, se tenir éloigné et ne pas approcher les maraîchers et commerçants du marché. Une restriction qui lui pèse et lui coûte énormément, a-t-il dit, d'autant plus que le marché est proche de son lieu de vie et de sa pharmacie, mais qu'il compte bien respecter cependant. Concernant les faits qui lui sont reprochés, Georges Marsan s'est dit confiant. Il a précisé n'avoir rien à se reprocher et n'aura de cesse de faire rétablir la vérité. Toutefois, le maire a précisé n'avoir rien d'autre de plus à déclarer sur le dossier, préférant laisser l'enquête suivre son cours. Mais il dit avoir été choqué par les dernières annonces parues dans la presse. S'agissant pour lui d'une divulgation du secret de l'instruction, Georges Marsan a confié qu'il déposera plainte prochainement contre X auprès du procureur. Avant de clôturer la conférence de presse, Georges Marsan a expliqué comment les semaines à venir allaient se dérouler. Je vous propose de l'écouter. En premier lieu, la fin de l'année sera marquée par les aménagements de la médiathèque et de la nouvelle salle de spectacle dans l'îlot Pasteur, ainsi qu'une salle de répétition à la Pointe pour permettre à nos talents locaux de s'exprimer. Également, la crèche de Monte-Carlo, à l'instar de celles qui ont ces dernières années bénéficié de la politique de l'institution communale en faveur des familles, cette crèche va bénéficier d'une rénovation complète dans les prochains mois. Et plus près de nous, après plusieurs rénovations en mairie, ce sera donc le tour de la salle du Conseil qui devrait ouvrir ses portes prochainement. Sans oublier, bien sûr, le jardin exotique dont nous attendons tous la réouverture et pour lequel les travaux se poursuivent tout au long de l'année. Donc ouverture prévue fin 2024, mais plutôt premier semestre 2025. Alors, vous l'avez entendu, Georges Marsan se dit serein et son retour à la mairie s'annonce d'ores et déjà studieux afin de répondre donc au plus vite aux attentes des Monégasques. Merci à vous Christinda pour toutes ces informations sur la prise de parole ce matin du maire Georges Marsan. On vous retrouve à la fin de ce journal pour faire le point sur les prévisions météo du mercredi 17 avril. La sécurité routière est une préoccupation majeure en principauté et pour lutter contre les dangers de l'alcool au volant, en particulier chez les jeunes, BeSafe Monaco a été créée en 2017. Cette association monégasque a pour mission de sensibiliser, prévenir et informer sur les risques liés à la conduite en état d'ébriété. Ce mardi, pour poursuivre leur action en ce sens, un partenariat a été signé avec la Société des Bains de Mer. Je vous propose d'écouter Camille Gottlieb, la présidente de l'association BeSafe, et Stéphane Valéry, le président délégué de la SBM. C'est un immense honneur pour nous et surtout que cette cause soit enfin mise en avant par les sociétés privées ou publiques de Monaco. Et je pense que c'est une cause qui nous concerne tous, jeunes, moins jeunes, grands, petits, enfin, c'est vraiment tout âge, toute échelle sociale, en fait, ça concerne vraiment tout le monde. Et comme je l'ai dit précédemment dans mon discours, ça peut concerner en tant que conducteur, en tant que passager, mais surtout en tant que personne qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc c'est vraiment un immense honneur pour nous qu'une aussi grande entreprise et société qu'est la Société des Bains de Mer nous fasse confiance et nous aide sur ce projet. On a été évidemment très attristés comme tout le monde des drames qui sont arrivés sur la route. Ça nous a donné envie vraiment de nous engager, donc on a appelé la présidente Camille Gottlieb et son équipe pour voir comment on pourrait les aider davantage. Donc il y a bien sûr tout un ensemble de prévention, d'abord de nos équipes, de nos personnels, ceux qui gèrent les restaurants festifs, les bars, les discothèques du groupe Monte-Carlo SBM, donc pour qu'ils soient très vigilants sur l'attitude qu'ils ont pour contrôler les abus de certains clients. Et on a voulu leur donner davantage de moyens. Donc leur demande, on l'a satisfaite, c'est une navette de plus qui sera à leur disposition, pas seulement pour nos établissements d'ailleurs, mais pour l'ensemble de la principauté,
On va donc embaucher 2 chauffeurs et les mettre à disposition de cette navette qui permettra tout le mois de juillet, tout le mois d'août, là où la demande est la plus forte, de raccompagner les gens qui ne sont pas, d'après nous, en état de reprendre le volant. Et ces propos étaient recueillis par Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. Le Monte Carlo Beach a rouvert ses portes avec pour l'occasion de nombreuses nouveautés. D'abord, l'arrivée de René Blino, désormais directeur de l'établissement. Et côté gastronomique, celle du chef Marcel Ravin au sein du restaurant Elsa. Il y propose une carte autour du thème jardin marin, aussi surprenante que raffinée. Émilie Terrasson et Alexandra Manrongoni sont allées la découvrir. Une cuisine durable et environnementale, c'est le pari que fait le chef Marcel Ravin pour le restaurant Elsa. Au cœur du Monte Carlo Beach, cet établissement gastronomique propose une cuisine délicate, tournée vers les saveurs de la Méditerranée et de la terre azuréenne. En cuisine, le chef partage son savoir avec son équipe. Alors à titre personnel, ce sont des retrouvailles puisque j'ai eu le plaisir de travailler avec le chef Ravin au Monte Carlo Bay. Dès l'ouverture de l'hôtel. Et là on se retrouve, il m'a avoué que ça faisait très longtemps qu'il voulait venir et on est ravis de l'accueillir. On va monter en gamme parce qu'on bénéficie de son expérience, de sa créativité, de ses 2 étoiles au Blue Bay et ici avec de nouveaux objectifs très forts. Redonner aussi, ça me tient à cœur puisque moi qui suis là depuis 12 ans, de redonner au restaurant Elsa ses lettres de noblesse véritablement. Dressé au-dessus de la mer, le cadre du Elsa est un véritable atout. Cette année, le Monte Carlo Beach accueille également son nouveau directeur, René Blino. La réouverture du Elsa et son changement de chef s'inscrit dans l'objectif de continuer à faire de ce lieu un incontournable de la Côte d'Azur. Le positionnement est assez magique puisque la thématique du restaurant est jardin marin. Et donc Marcel nous apporte toute cette couleur locale et ces saveurs locales avec un restaurant qui a les pieds dans l'eau. Donc on est vraiment sur une logique de lieu, une logique de clientèle et puis ancré dans un écosystème fabuleux. Jusqu'au 2 octobre prochain, il est possible de découvrir toutes les saveurs du restaurant Elsa du jeudi au lundi dès 12h30 pour le déjeuner et dès 19h30 pour le dîner. Nous l'avons vu dans ce reportage, le restaurant Elsa sera un véritable balcon posé sur la mer et proposera une carte gorgée de soleil. Pour nous en dire plus sur les saveurs qui seront proposées, nous recevons sur Monaco Info Marcel Ravin, chef doublement étoilé du restaurant Le Blue Bay et qui prend donc désormais également la direction des cuisines d'Elsa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être présent sur Monaco Info pour nous parler du nouveau restaurant gastronomique dont vous prenez les commandes. Elsa ouvre un nouveau chapitre intitulé « Un jardin marin ». Plus qu'un concept, c'est un hommage à la Grand Bleu. Dites-nous en plus. Écoutez, c'est vrai que ce restaurant, j'ai toujours été fasciné par Elsa et son positionnement, vu son emplacement. Et le président Valéry m'a demandé de réfléchir à un concept avec le directeur général, M. Blino. Et j'ai proposé une thématique basée sur, plutôt un concept de restaurant gastronomique basé sur le jardin marin, sur la mer. On a l'avantage et la chance d'être positionné là où il est. Et à Monaco, il est bien sûr, même s'il y a des restaurants qui font du poisson, mais il fallait qu'on fasse quelque chose qui se démarque un peu et qui soit à un niveau de haute gastronomie. Et redonner à Elsa ses lettres de noblesse. On va parler dans quelques instants précisément de la carte, mais c'est vrai qu'Elsa s'inscrit toujours dans une démarche responsable qui fait la part belle au local. Oui, absolument. Encore une fois, nous sommes dans un environnement où on a effectivement cette possibilité de pouvoir faire ce que l'on parle encore de plus en plus aujourd'hui, une cuisine durable, une cuisine aussi environnementale et profiter justement de cet écosystème pour amener nos clients aussi à une ouverture d'esprit qui soit basée sur la responsabilité de chacun, de comprendre que l'alimentation, la santé passe d'abord par l'alimentation, par ce que nous mangeons, par ce que la nature nous propose. Parlez-nous justement de la carte audacieuse autour de la mer que vous allez proposer aux clients. Alors, quelle tonalité avez-vous voulu lui donner ?
Bien sûr, on n'a pas voulu non plus être trop sectaire en étant que sur des produits de la mer, puisqu'on va retrouver, bien sûr, les produits de la mer, on va retrouver les légumes, on va retrouver tout cela, bien sûr, avec des notes iodées, on va travailler autour des algues, on va travailler autour des poissons, des coquillages, des crustacés, mais aussi j'ai souhaité mettre 2 viandes, mais qui est quand même une liaison avec la mer, puisqu'on a un bœuf qui est cuit sur des galets de pierre chaude et nous avons aussi une volaille en croûte de sable. Et il y a tellement de possibilités, mais c'est à nous de trouver les bons accords et que ça fonctionne. Personnellement, depuis votre plus jeune âge, vous avez été baigné dans cet environnement marin. Ce restaurant est une sorte d'hommage, on l'a dit, à tout ce que la mer vous a donné et donne au quotidien à toute la population. Est-ce que c'est pour cette raison précise que vous avez décidé de reprendre ces cuisines ? J'ai trouvé qu'il fallait que je me démarque complètement de ce qu'on connaît ma cuisine ici à Monaco, mais je pense que ça va être une belle surprise aussi. Il faut se dire que bon, il y a un panel et que je suis ouvert à la réflexion. Je suis ouvert à différentes propositions qui soient toujours liées à la cuisine et à la haute gastronomie. Il fallait continuer à faire briller cet endroit avec de nouvelles... il y a quand même pas mal de restaurants ici et il fallait trouver autre chose et je pense que bon, c'est le bon rythme. Alors la reprise de ce restaurant donne, c'est vrai, une nouvelle corde à votre arc de travail. On se pose tous la question comment, Marcel Ravin, vous allez vous organiser? Non, mais vous savez, la passion n'est pas un travail. La passion, c'est l'envie et trouver son organisation pour pouvoir être disponible pour tous. Et je suis à moins de 500 mètres du B à Elsa. Le matin, je peux y être avec les équipes. Le soir aussi, je passe faire un petit tour avec eux. Mais c'est pas juste faire un tour, c'est aussi de participer au service, c'est aussi de partager et de transmettre aux équipes un petit peu de ce que j'ai appris et ce que j'aime. Puisque bon, j'ai d'autres choses ailleurs et ça fonctionne aussi très bien. Mais c'est les équipes en fait qui nous entourent. Je leur dis, ce n'est pas juste une affaire de Marcel Ravin. Tout ça, nous sommes tous responsables de ce projet. Et ce projet ne sera qu'un succès si on y croit tous. Et donc, bon, l'avantage qu'il y a, ça fait quoi, quelques jours que nous sommes ouverts et on voit qu'il y a quand même une forte demande et ça me rassure. Merci beaucoup en tout cas à vous, Marcel Ravin, d'avoir été présent à nos côtés pour nous dévoiler la carte donc, du restaurant gastronomique Elsa. Merci. Direction à présent la résidence Belando de Castro où le nouveau musée national de Monaco a proposé aux résidents de découvrir la collection voyageuse. Il s'agit de pièces de costumes uniques issues de l'opéra de Monte-Carlo. Elles ont été dévoilées à l'assistance au travers d'ateliers ludiques. Le reportage est signé Vanessa Dessy sur des images de Camille Caloni. Lancée en 2018 dans le cadre du projet de l'artiste Célia Pim, la collection voyageuse propose une série d'ateliers itinérants dans différents établissements de la Principauté. Avec plus de 4000 costumes de scène et 400 maquettes de décors provenant de l'Opéra de Monte-Carlo, le nouveau musée national de Monaco offre l'opportunité de montrer, toucher et porter une 60aine de pièces d'exception. Ce que vous voyez ici, c'est une collection d'études, une partie donc de ces costumes qui sortent des réserves et qui vont à la rencontre des personnes en principauté. Ce projet est intergénérationnel puisqu'en effet, on intervient en public scolaire, mais également aussi en public associatif, dans des institutions médicales ou comme aujourd'hui en résidence senior autonome. Accompagnée de ses étoffes, broderies, coiffes et accessoires, l'équipe de médiation du musée anime différents ateliers créatifs pour le plus grand bonheur de son public. Formidable, on a passé une matinée exceptionnelle. J'adore de toute façon, j'adore l'opéra, j'adore le dessin, j'adore la musique. Alors je suis dans mon contexte, quoi. C'est bien, c'est toujours intéressant pour moi, mais bon, il y a toujours le pour et le contre. Hein. Il y en a qui ne veulent pas se déguiser, il y en a d'autres
Moi j'ai toujours aimé ça. Bon, on a passé une très bonne matinée, tous ensemble. On rencontre beaucoup de personnes et c'est comme ça que se fait l'amitié entre l'art et puis les relations humaines. La collection voyageuse se déplacera très prochainement à la résidence Acquietuline. Après un détour par Bruxelles et l'intervention de Philippe Geluck, le cycle de conférences 2024 de la Fondation Prince-Pierre s'est poursuivi lundi soir au Théâtre des Variétés. C'est l'artiste plasticienne Eva Jospin qui est venue faire découvrir son univers et son approche unique de la sculpture. Elle crée des paysages raffinés et complexes à base de carton. Et Patricia Navarro l'a rencontrée. Bonsoir Eva Jospin. Bonsoir Patricia. Vous êtes sur la scène du Théâtre des Variétés pour participer au cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre. Les artistes, bien souvent, aiment le calme précieux de leur atelier propice à la créativité. Cet exercice, donner une conférence pour partager son processus créatif, c'est un exercice que vous appréciez ou que vous redoutez quelque peu ? Je le redoute pas parce qu'en fait, quand je dois le faire, ce qui m'arrive de temps en temps, je prépare rien pour garder une forme de spontanéité, mais en même temps, je connais bien mon sujet puisque c'est ce que je fais toute la journée, alors c'est pas trop difficile d'en parler. Oui, alors vous avez notamment été invité pour évoquer cette relation qui est au cœur de votre travail entre la culture d'une part et la nature d'une autre part. Les deux se nourrissent de l'autre ou aussi est-ce que l'une, la culture, par la beauté qu'elle reflète, en utilisant l'autre comme une source d'inspiration, peut contribuer à protéger cette dernière? Est-ce que la culture peut aider et sauver la nature? En tout cas, parfois, la culture a sauvé la nature. Par exemple, la forêt de Fontainebleau, c'est une forêt qui a été sauvée par des artistes parce que justement, c'était un lieu qu'ils aimaient, qu'ils peignaient. Et donc, il y a des miracles comme ça parfois. Et puis, il y a des lieux très industriels comme le parc des Buttes-Chaumont, par exemple, qui était une ancienne carrière abandonnée, qui est devenu un parc merveilleux pour les Parisiens. Donc, il y a des beaux exemples. Il y a aussi les exemples exactement contraires, mais on va s'attacher aux exemples réussis. On gardera le meilleur. Le titre de cette conférence mentionne l'exploration de ses folies. Il faut avoir une puissance mentale très importante pour libérer et laisser s'exprimer son talent artistique. Je crois que c'est quelque chose qui se passe progressivement. Donc, heureusement, parce que si c'était une explosion comme ça serait un peu compliqué. Donc, on commence d'abord par être pris par l'amour des œuvres, en tout cas pour moi, c'était comme ça, et fasciné par des œuvres des autres, et puis influencé par eux, et petit à petit, il y a une petite musique plus personnelle qui finit par monter, on affirme ses goûts, son choix, son chemin, et tout ce travail en fait que je fais est aussi beaucoup lié à cette idée de promenade, de déambulation, de parcours, donc tout est devenu cohérent, mais ça prend du temps, et c'est pas du tout quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Mais comment procédez-vous? C'est tellement bien fait et saisissant de réalité que l'on se demande comment vous parvenez à ce résultat en partant de simples petites parons en carton, hein? Mais je pense que tout l'art, c'est l'art de fabriquer, voilà, comme la peinture, la sculpture, etc. Mais même l'art du boulanger, l'art de la technique, c'est quand même toujours de partir d'un matériau qui n'est pas destiné à ce qu'on en fait et de le transformer. Donc c'est cette alchimie, cette métamorphose du matériau vers l'œuvre qui fait toute œuvre d'art, n'importe laquelle, la mienne autant qu'une autre au fond. Et donc c'est cette magie-là qui nous fascine aussi, c'est cette capacité à utiliser des matériaux qui n'ont pas cette fonction. Et d'ailleurs, l'œuvre n'a même pas de fonction. Donc là, on arrive au summum de la technique, puisqu'il n'y a même plus de raison objective de fabriquer tel ou tel objet pour notre usage. C'est un usage mental, c'est un usage qui est lié à notre imaginaire et qui va vers là, en fait. Oui, Eva Jospin, il y a dans votre œuvre des forêts, des grottes, mais aussi ce que j'appellerais, alors peut-être à tort, des petits temples. Il y a également une dimension sacrée dans vos œuvres ou pas du tout? Je suis toujours très intéressée par les constructions
relié à la spiritualité. Dans beaucoup de cultures et beaucoup de périodes et d'époques, en fait, que ça puisse revenir à l'Antiquité, aussi bien que des temples en Asie ou au Mexique. Je suis fascinée par l'architecture troglodyte, donc c'est clair que par exemple il y a des sites comme Petra ou des sites en Arabie Saoudite qui sont sublimes, que j'ai pas tous visités, mais qui me visitent dans mon imaginaire, ça c'est certain. Mais ce sont des lieux qui sont tournés vers des rites, vers des croyances, mais donc des choses impalpables en fait. Et c'est vrai que de ce point de vue, je trouve ça assez fascinant. J'ai lu également que vous aviez, au cours des dernières années, fait des incursions dans le monde de la mode. Toutes les sources de collaboration, et celle-ci plus particulièrement, chez Dior notamment, c'est quelque chose de stimulant? Alors les incursions dans le monde de la mode, c'est quand même toujours avec ce que je sais faire. Moi, je suis vraiment absolument incapable de faire quoi que ce soit dans la mode, à part mon travail. Mais il se trouve qu'il y a de plus en plus de passerelles, de ponts entre les disciplines et les arts. Et la mode a toujours regardé les artistes. D'ailleurs, je vais faire une exposition qui est déjà ouverte au musée Fortuny à Venise. Et Mariano Fortuny était un personnage très étonnant puisque c'était un peintre, mais en même temps un scénographe. Et en même temps, il a été un inventeur puisqu'il a créé des tissus, des velours extraordinaires et il a révolutionné la mode. Oui, ce sera ma dernière question. Vous venez de l'évoquer, cette exposition au Museo Fortuny. C'est votre actualité, cette exposition. On pourra la découvrir jusqu'au mois de novembre. C'est un écrin magnifique, cette ville, Venise, pour exposer son travail. C'est un écrin magnifique. En plus, j'ai une relation très particulière avec cette ville parce que c'est là que j'ai été en Italie quand j'étais adolescente et c'est là que j'ai appris l'italien et que j'ai développé cette espèce d'obsession pour ce pays. Et puis, il se trouve que Venise, c'est aussi la ville de la Biennale. Et cette année, c'est la Biennale d'art. Donc, c'est merveilleux d'apporter sa petite touche à une offre d'exposition et d'œuvres et d'artistes qui va être gigantesque et sûrement passionnante. Merci Eva Jospin d'avoir été notre invitée à l'occasion de votre venue à Monaco pour cette conférence de la Fondation Prince Pierre. Merci. Le tournoi de rugby à 7 Sainte-Dévote aura lieu les 19 et 20 avril prochains au stade Louis II. Pour cette 12e édition, 24 équipes U12 de 21 pays différents tenteront de remporter cette prestigieuse compétition internationale organisée par la Fédération monégasque de rugby. Cette année, toujours avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène, l'événement prend de l'ampleur. Il aura donc lieu sur 2 jours au lieu d'un seul les années précédentes et aura pour parrain Antoine Zegdar. Et ce tournoi Sainte-Dévote sera aussi marqué par le tirage au sort du tournoi de qualification olympique de rugby à 7. Les équipes masculines et féminines engagées connaîtront leurs futurs adversaires pour décrocher le précieux sésame pour les JO de Paris 2024. Ce tirage au sort sera à suivre en direct sur Monaco Info le samedi 20 avril à partir de 18 h. Et je vous rappelle que les qualifications se tiendront à Monaco du 21 au 23 juin prochain. Je vous propose de retrouver de nouveau Chrisinda Thomel pour faire le point sur vos prévisions météo. Et nous aurons, je crois, un mercredi 17 avril plutôt mitigé, Chrisinda. Mercredi, le temps sera instable, notamment en début de matinée, avec des nuages et des risques d'averses. Le ciel se dévoilera progressivement pour laisser place à un beau ciel bleu dans l'après-midi avec des températures comprises entre 12 et 17 degrés. Demain, nous fêterons les Anissés. Nous vous en parlions déjà hier, mais également en ce début de journal. Ce mardi 16 avril était marqué par l'hommage rendu à Marcel Pagnol. De nombreux événements se sont déroulés tout au long de la journée pour faire revivre les œuvres de cet éminent homme de lettres. Pour refermer cette édition, notre photographe Manuel Vitali s'est glissé parmi les différents hommages qui lui ont été rendus en présence du prince Albert II et des autorités monégasques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis comme chaque soir sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée, évidemment riche en actualités. Très belle soirée sur notre antenne.